Ça veut dire qu'en prenant la nationalité de son mari, elle perd automatiquement sa nationalité à elle. On ne peut pas avoir deux nationalités, du moins au Cameroun. Disons que c'est une faculté, c'est une obligation pour elle. Donc, si elle estime que sa nationalité lui procure plus de droits, elle garde sa nationalité. Mais si elle veut prendre la nationalité camerounaise, le fait est qu'en prenant la nationalité camerounaise, en devenant camerounaise, elle perd toute autre nationalité. À supposer que les textes de cet État-là soient comme les nôtres. Dès lors qu'il a mariage et qu'il souhaite prendre la nationalité, il fait en fait la demande lors de la célébration du mariage et il acquiert donc la nationalité. À supposer que cet État-là n'admet pas la double nationalité, en devenant français par exemple, il perd la nationalité camerounaise. Et je précise bien à supposer parce que le droit de la nationalité varie en fonction des législations. Il y a des législations qui admettent la double nationalité, non pas de avec ça. Mais la plupart des législations francophones, l'Afrique francophone, n'admettent pas la double nationalité. Vous allez le rendre plus agressif, monsieur le délégué, ne faites plus ça. Il est peut-être en train de chercher juste une porte pour sortir. Dès qu'il va se sentir agressé, il va se défendre. Et il ne vaut pas mieux qu'il ait envie de se défendre. J'espère qu'il n'est pas encore devenu agressif. Qu'il n'est pas encore devenu agressif. Donc on n'attaque pas. Quand vous l'attaquez, c'est pour finir avec lui. On ne l'attaque pas pour qu'il parte encore. Si vous n'êtes pas sûr de finir avec lui, vous le laissez. Donc, délégué, oui. Oui. Ça donne juste au mariage et par la suite, le mari porte la main sur sa femme. Oui. Donc, Mbara finit de taper Niabi. Bingoni a fini de taper Bingoni. Sa famille n'a pas le droit d'intervenir dans notre cas. Naturellement, personne n'a le droit d'aller intervenir dans les droits de l'autre. Je veux dire, tout au plus, en termes d'obligation de porter secours à personne en danger, tout le monde peut intervenir, pas seulement la famille, même vous-même délégué, intervenir, dire que Ibarra, tu alors Bingoni, pourquoi? Qui va encore s'asseoir quelque part avec les cheveux de feu. Donc, oui. Et que la femme remplit ses obligations. Le mari peut la porter plainte. Dès lors que la femme refuse de remplir ses obligations, bien sûr que le mari peut saisir la justice pour demander que ces obligations soient effectivement respectées. Donc, toute personne qui se voit violer un droit dispose de la possibilité de saisir les juridictions pour faire respecter ce droit. C'est la règle générale. Oui? Bien sûr. Tout droit qui fait l'objet d'une violation donne la possibilité, la faculté au titulaire de ce droit de saisir les autorités compétentes pour obtenir la restauration dans ce droit. Oui, délégué. Il est interdit de porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque, quel que soit le motif, y compris l'État. L'État n'a pas le droit de vous violenter, sauf en cas de force majeure, c'est-à-dire au cas où vous refusez de vous exécuter. Dans ce cas, il y a des autorités spécialement commises qu'on appelle justement la force publique pour donc vous obliger à respecter la norme. Oui. Le mari demande à sa femme de remplir ses obligations. La femme refuse. Le mari porte la main à sa femme. Oui. La femme part porter plainte. Le mari aussi porte plainte. Oui. Le mari aura raison. On va demander au
on va demander à la femme de respecter son obligation, par exemple de consommer le mariage qu'elle refuse de consommer, le juge va lui intimer, va l'enjoindre à les consommer son mariage. De la même façon, comme porter la main violentée, porter les violences sur autrui est illégal, le juge va également condamner le mari pour avoir porté la main sur sa femme. Par exemple, pourra condamner le mari à payer les dommages et intérêts à sa femme, c'est-à-dire à payer l'argent pour que la femme n'ait pas au préjudice qui lui a été causé. Je ne pas, vous savez pourtant d'où. Donc, quand c'est votre femme, vous avez le droit de taper sur elle, non, c'est interdit. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'exercer des violences sur autrui, même sur son épouse. Tout au plus, la fessée correctionnelle est autorisée à l'égard des enfants, mais à l'égard des personnes majeures, aucune personne majeure n'a le droit de porter des violences sur une autre personne majeure. Même pas sur votre femme. Donc, quand vous tapez souvent sur elle, elle reste tranquille là. C'est juste parce qu'elle veut que le mariage continue. Mais sinon, elle a le droit de porter plainte. Et si elle a les preuves, vous pouvez non seulement être condamné civilement, mais vous pouvez être condamné même pénalement. Vous avez vu des maris qui font la prison pour avoir tué leur femme, non? De la même façon, si il y a des coups et blessures, il y a des preuves, elle a peut-être fait un certificat médical et il y a la preuve que c'est vous qui portiez main sur elle. Il y a ses soeurs qui étaient à la maison qui vous voyaient, il y a vos frères qui étaient là qui voyaient, il y a les témoins. Alors, vous pouvez être parfaitement condamné pour coups et blessures sur votre femme. Donc, si elle reste souvent calme là, ce n'est pas que vous avez raison. C'est juste parce qu'elle ne veut pas que le mariage se gâte. Elle supporte la bastonnade. Mais vous n'en avez pas le droit. Donc, est-ce que la dot vous autorise à violenter votre femme? Non plus, monsieur Ndinga. Effectivement, on a raison d'exiger l'exécution des obligations de l'autre, mais la sanction de l'inexécution de l'obligation n'est pas la bastonnade. Monsieur Ndinga. Monsieur délégué. On va dire que rien n'interdit à un mineur de porter plainte à ses parents. Rien n'interdit juridiquement. C'est juste dans la pratique qu'il peut avoir un souci. Mais lorsque vous avez porté plainte et que vous rentrez du commissariat là-bas, c'est quoi la suite? C'est là où le bas blesse. Et dès que vous rentrez du commissariat, dès que vous avez eu raison, il avait été condamné à payer les dommages et intérêts. La suite, vous êtes rentré donc à la maison. Rentrez à la maison et puis continuez donc à vivre jusqu'à l'âge de 30 ans comme d'habitude, comme chez nous en Afrique, puisqu'il n'y aura pas le travail avant ce jeune âge. Parce qu'à l'âge de 30 ans, vous êtes assis là, en attendant que le gars qui vous avait porté plainte là. Étant donné que dès l'âge de 21 ans, on n'est plus mineur, vous êtes déjà majeur, donc on n'est plus obligé, vraiment plus obligé de s'occuper de vous. On est obligé de s'occuper en tant que mineur. Et donc vous avez 21 ans, on n'est plus obligé de s'occuper de vous. Donc, vous allez donc porter la plainte à votre parent. Il a été condamné à payer. Comme il connaît la loi, il reste tranquille, il s'occupe de vous tranquillement. Jusqu'à 20 ans, 365e jour arrive, tic-tac. Et puis, dès que le 365e jour arrive, il vous sort le texte de loi que, très cher délégué, je tenais de vous informer, sauf avis contraire, que la loi dit que dès l'âge de 21 ans révolu, vous êtes majeur. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Vous avez 21 ans et vous avez remarqué que je suis en train de le célébrer, votre anniversaire là, plus que tous les autres anniversaires de cette maison. C'est pour que vous compreniez que je tiens à la loi. Par conséquent, dès que l'anniversaire finit là, vraiment, ni vu, ni connu. Je vous souhaite bonne chance dans toute option que vous allez prendre dans votre vie là-bas. Si vous voulez devenir bandit, soyez bandit, vous souhaitez bonne chance. Si vous voulez devenir prostituée, soyez prostituée. Si vous voulez devenir quoi que ce soit, je vous souhaite bonne chance. Mais en tout cas, dès aujourd'hui, dès que l'anniversaire finit là,
Et d'ailleurs, pendant que l'anniversaire se poursuit, vous, votre chaise, je vous prête ma chaise, mais vous vous asseyez à l'extérieur de ma maison. Les autres effets vont venir vous trouver là-bas, dehors. Donc, on a le droit de porter plainte à son parent, on a le droit. Mais après, il ne suffit pas seulement d'avoir le droit. Il faut encore mesurer l'issue de l'action. Est-ce que j'ai plus intérêt à engager une action en justice ou alors à chercher une solution à l'amiable? Et dit-on souvent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Vous pouvez même gagner le procès. Pendant que vous êtes encore là-bas au commissariat, il rentre à la maison, il passe seulement enlever ses habits, il vous maudit. C'est tout. Le reste continue. Vous trouvez continue, mais vous avez seulement maudit. Vous savez que le reste, vous savez que même si vous allez voir quel pasteur là, pourquoi on enlève la malédiction là, ce ne sera pas des choses de 2 ou 3 neuvaines. Donc, il faut en tenir compte quand même. Étant donné que le droit qu'on venait apprendre, ce n'est pas pour aller faire les problèmes à vos parents. Celui qui va faire les problèmes avec ses parents là, lui-même, c'est du quoi compte. Oui. Est-ce que vous ici, la loi permet ou la loi autorise à accorder une certaine importance au mariage coutumier? Oui, le mariage coutumier est reconnu même par la loi, à condition cependant que, une fois le mariage coutumier célébré, que les concernés viennent transcrire ce mariage sur les registres d'état civil. Le mariage coutumier est reconnu en droit, du moins en droit civil camerounais. Oui. Oui, il dit qu'il est parfaitement valable. Il faut juste venir transcrire dans un registre d'état civil pour qu'on vous délivre un acte en bonne et due forme. On reconnaît effectivement le droit de mariage coutumier, qui est différent de la dot, même si la dot peut souvent accompagner le mariage coutumier. Oui, M. Ndinga. Ma question serait de l'optique de savoir est-ce que le mariage civil est une obligation dans une certaine circonstance, par exemple dans la professionnalité, dans votre profession du travail. Est-ce qu'arriver à un niveau donné, tu es obligé de faire un mariage civil pourrait peut-être... L'union civile, le mariage civil est un droit. On a le droit de se marier si on veut, mais on n'est pas obligé de se marier, ce n'est pas une obligation. C'est un droit, on a le droit de se marier. Même si on dit que pour occuper un poste de directeur, il faut être marié, on ne vous oblige pas à vous marier. On vous demande de choisir seulement entre occuper le poste et ne pas occuper le poste, mais on ne vous oblige pas à vous marier. Autrement dit, si vous ne vous mariez pas, on ne va pas vous sanctionner. Donc, c'est pour dire que vous êtes obligé de vous marier. Disons que si vous voulez les avantages liés à la fonction, vous allez être obligé de vous marier un peu comme vous êtes obligé d'avoir le baccalauréat pour avoir un salaire un peu plus élevé. Vous êtes obligé un peu d'avoir la licence pour avoir un salaire un peu plus élevé. Mais, on va dire quoi? Juridiquement, on ne vous sanctionnera jamais pour n'avoir pas eu le bac ou pour n'avoir pas eu la licence. C'est en fait parce que vous voulez les intérêts qui sont liés à l'obtention du bac. C'est la même chose avec le mariage. Comment? Avec... Pourquoi seulement le mariage officiel? Pourquoi pas le mariage? Il y a un lien. Quelle différence au niveau de ces postes-là? Pourquoi ne pas considérer uniquement le mariage coutumier, mais à un certain niveau, on oblige. Je crois que ce qu'on veut davantage, c'est la preuve du mariage qu'atteste habituellement l'acte de mariage. Donc, l'acte de mariage peut effectivement sanctionner le mariage coutumier dès lors qu'ils sont venus transcrire devant l'officier d'état civil. Donc, pourquoi absolument un mariage reconnu légalement, du moins pourquoi absolument un mariage dans le respect des formes, alors que parfois des personnes peuvent vivre ensemble et être aussi responsables peut-être. Je crois davantage que autant deux personnes peuvent vivre ensemble et être responsables, autant on est quand même aussi d'accord que la preuve de ce que deux personnes ont décidé de vivre de manière responsable, la preuve la plus palpable, c'est quand même l'acte de mariage. Il faut bien un élément qui soit la preuve de ce que ce monsieur n'est plus un voyou. Il est quelqu'un de parfaitement responsable.
Et il faut aussi dire que les postes où on va vous dire qu'il faut absolument être marié pour aspirer à telle fonction, ces postes ne sont pas très nombreux. Les gens sont les directeurs. D'autres même sont les directeurs généraux. Bon, il faut dire, est-ce qu'il y a un texte qui dit qu'il faut être marié? L'avantage, c'est qu'on vous fait confiance dans la société quand on a l'impression que vous êtes quelqu'un de responsable dans la vie civile. Monsieur le délégué, vous persistez, non, ne le dérangez pas, il va partir seul. Il va partir seul, sinon il va vouloir se défendre n'importe où là. Vous avez quel problème, monsieur là? Si décidez de se balader, écrivez votre cours. Peut-être qu'il va aussi faire cours, monsieur le délégué. Laissez-le faire cours. Ne le dérangez plus. Peut-être qu'il doit avoir un nid qu'il est en train de construire quelque part, de vouloir construire quelque part. Voilà. Ou peut-être l'oncle de quelqu'un qui veille seulement sur la personne. On ne sait jamais. On est en Afrique. Il nous fait peut-être du bien là. Peut-être qu'il y a une menace quelque part et puis l'oncle il oublie de sortir de sa cachette pour venir intervenir en notre faveur. Voilà. Donc, il y avait un autre question, quelque part. Oui, M. Barra. La question, c'est sur le jus soli et le jus sanguiné. Oh oui. Jus soli et jus sanguiné. Oui. Puisqu'on nous dit que je suis sur l'accès à la nationalité du fait du sol. Oui. On nous dit que la naissance d'une personne sur le sol, peu importe qu'il soit national ou étranger, Oui. lui octroie des droits. Seulement, pour les étrangers, c'est que lorsque la personne y renonce, dans un cas particulier de l'enfant s'y retrouver, il perdra les avantages, sinon il perdra le profit du jus sanguiné. Du jus soli, oui, au profit du jus sanguiné. Je veux connaître les avantages des deux. Quels sont les avantages liés au jus soli? Quels sont les avantages liés au jus sanguiné? Disons, dans le cas de la nationalité, c'est le même avantage. On va seulement dire qu'il y a plusieurs possibilités d'avoir la nationalité d'un État. Sinon, on met le même avantage. Dès lors qu'on a la nationalité d'un État, on a les droits que l'État en question accorde à ses citoyens, le droit de vote, le droit d'agir en justice éventuellement, le droit d'accès à certaines fonctions. Vous savez qu'il y a des fonctions dans un État qui ne peuvent être exercées que par des personnes de cette nationalité. Aucun État ne va jamais accepter qu'un président de la République soit de nationalité étrangère, ou alors que, je ne sais pas moi, qu'un juge de cet État soit de nationalité étrangère. Il y a quand même des domaines sensibles d'un État qu'il se plaît, qu'il se rassure à confier aux nationaux même pour des raisons évidentes. Donc, les avantages que l'on tirerait du jus sanguin ou du jus soli sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a le droit à la nationalité. Maintenant, jus sanguin et jus soli sont juste deux voies par lesquelles une personne peut accéder à cet avantage-là, à ce droit-là, le droit à la nationalité. Sinon, matériellement, l'avantage, ce n'est que l'acquisition d'une nationalité. On l'évoque ici dans le sens de voie d'acquisition de la nationalité. Monsieur, je voulais aussi proposer un cas pratique et puis essayer un peu de savoir la lecture du droit à ce sujet. Oui. C'est sur le retrait ou la suppression de la nationalité. Certains le connaissent sûrement, puisque c'est une personne publique, Kémy Séba, qui s'est vu retirer la nationalité française suite à ce que nous avons lu ici, sur les deux raisons. C'est que la France se sentait menacée par Kémy Séba qui dénonçait certains abus face aux pays africains. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait que les Africains qui sont dans ces pays-là refusent, se plaignent, hésitent, qu'est-ce que je veux dire, refusent de perdre cette nationalité. Quelles sont les raisons? Parce que ici, nous sommes des cadres en devenir, nous sommes des cadres et dans 2 matins, il se peut que nous occupons des hautes fonctions dans notre continent. On pourra
essayer un peu de voir ces problématiques et essayer un peu d'apporter des ajustements à notre niveau. On peut décider Donc, M. Barra demande quelle est la raison pour laquelle des Africains peuvent persister à avoir la nationalité étrangère, notamment française, alors même que parfois ils font l'objet d'abus du point de vue de la personne. J'ai envie de dire que sur la question, les raisons peuvent être purement individuelles. Purement individuelles. Il y en a qui y vont parce qu'ils auront le droit de vivre simplement en France sans plus avoir besoin de présenter un quelconque papier. Étant donné que celui qui vit quand même en France, il aura la présence d'avoir un emploi par rapport à s'il vit en Afrique, compte tenu du fait que le taux de chômage en Afrique est plus élevé qu'en France. Il aura peut-être le droit d'aller dans d'autres pays, de voyager plus facilement par rapport à s'il vient d'Afrique. Si vous voulez aller en Italie maintenant, on va vous refuser le visa à l'ambassade de l'Italie, de votre pays, parce qu'on m'a dit que vous allez partir fuir là-bas. Alors que si vous êtes un Français, vous n'avez même plus besoin de visa. L'espace Schengen, vous pouvez vous balader comme vous voulez. Donc, il y a ces avantages qu'ont les citoyens des pays développés. Mais l'inconvénient également, qui peut être que dès lors que vous êtes noir, on va vous considérer toute votre vie comme un siège. Donc, pourquoi quelqu'un accepterait d'être rabaissé juste, mais de rester là-bas? Peut-être pour des raisons financières, des raisons en rapport avec l'emploi, tout simplement. Ou alors des raisons, on va dire quoi, psychologiques. Il va entendre qu'il est français. Il y a aussi beaucoup qui y vont, ils finissent les études, ils rentrent au pays. S'il a quelque chose à faire, il y va. Quand il finit, il rentre tranquillement. Mais il y en a qui ont un fantasme d'y être. Donc, parfois, des raisons, c'est des raisons purement, généralement, des raisons purement personnelles. Ce n'est pas une raison d'ensemble pour tout le monde. Des raisons purement personnelles. Maintenant, cette raison personnelle tend habituellement autour de la raison financière. Maintenant, monsieur, lors de la suppression de la nationalité, on est d'accord qu'on fera sûrement l'objet du rapatriement. Maintenant, pour celui qui était résident dans cet État, et dès lors que la publication de la perte de la nationalité apparaît, quand on est résident, on a des avantages et on a des obligations. Par exemple, on a des comptes en banque, on a beaucoup de biens matériels et autres. Dès lors qu'on fait l'objet on supprime notre nationalité, on perd également tous ces avantages-là. Dès lors que vous avez perdu, on peut réclamer nos biens avant de quitter. Dès lors que vous avez perdu la nationalité, vous perdez les droits liés à la nationalité. Par exemple, je prends un exemple bête comme ça là. Par exemple, le droit à l'assistance sociale en tant que Français. Vous pouvez perdre ce droit. Par contre, pour avoir un droit de propriété sur un bien, on n'a pas besoin d'être national. Les étrangers ont des biens dans un pays, un étranger qui arrive et qui achète son véhicule. C'est son véhicule. Même s'il n'est pas un citoyen de l'État, ça ne reste pas moins son véhicule. S'il doit partir de là parce que son autorisation de séjour a expiré, il a le droit d'emporter sa voiture, il met dans le conteneur, il fait voyager par bateau et va récupérer dans son pays. Tout comme il peut décider de vendre. En tout cas, le fait de ne pas être citoyen d'un pays ne signifie pas qu'on ne peut pas résider dans ce pays. Il peut tout simplement décider de continuer à résider, mais en tant que simple résident, il aura besoin désormais d'une carte de séjour. Mais généralement, on les complique. Bon, dans la logique où il a perdu sa nationalité, il va de soi que si on vous refuse la nationalité, ce n'est pas un séjour précaire qu'on va vous autoriser à avoir. Donc, enfin, ça ne sent pas bon pour lui, quoi, si vous voulez. Si on est en train de lui réussir la nationalité, c'est qu'en réalité, qu'on est en train de dire que c'est une manière de dire que rentre chez toi, sale nègre. On a cru que tu pouvais blanchir un peu. Tu arrives ici, on te permet de respirer notre air propre et tu te nous rappelles tout le temps qu'on vous a exploité et qu'on continue à vous exploiter. D'accord, c'est même d'abord vrai. Mais, et alors, tu ne peux pas supporter parce que je profite au moins ici, là. Ou tu fermes la bouche, ou tu rentres chez toi, tu pars vivre avec ta dignité, mais chez toi. Donc, la lecture pourrait être celle-là, on va habiller ça comment vous m'appelez la lecture, celle-là. Vous allez être distant d'un pays, en habitant dans ce pays, alors même que vous n'êtes pas citoyen d'origine de ce pays.
étant donné que quoi que vous fassiez, dès que vous êtes un nègre, ne croyez pas que le bout de papier là-bas va jamais vous transformer en blanc. C'est un peu comme empiéter aussi la liberté d'expression, parce que je vois les Français avec les Français qui ont la peau blanche. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils manquent même de respect. Ils manquent même de respect au président de la République. Et c'est pas pour autant qu'on leur retire la nationalité, ou même qu'on les expulse du territoire, ou même qu'on leur cherche des problèmes, j'allais dire, manière. Il y a même quelqu'un qui a manqué de un cultivateur, un agriculteur qui a manqué de respect à Macron publiquement. Donc, pour celui-ci, je ne suis pas là-bas, mais. Bon, je suis tenté de penser que c'est en nous en tenir uniquement au fait que nous autres on a également. Parce qu'on n'a pas également, on n'a pas l'envers de la situation. Peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres antécédents ou d'autres éléments. Mais en tout cas, ça ressemble à tout simplement une injustice, une discrimination due au fait qu'il n'est pas d'origine française. Ouais. Dernière question, on continue. Oui, rappelez-moi le nom là. François? François qui? Yao. Monsieur Yao, oui, question. Vous êtes libre de rester, vous n'êtes pas obligé d'acquérir une nationalité, vous pouvez rester apatride. Et d'ailleurs, parfois même, vous pouvez ne pas être, sans nationalité, tout le monde refuse de vous donner sa nationalité. Exemple, Ben Laden. Son pays d'origine lui a refusé la nationalité. Les autres pays refusent de lui accorder la nationalité. Donc, on peut décider. Il fallait qu'il sollicite au Cameroun. Non, c'est le Cameroun qui veut les problèmes avec les États-Unis, c'est ça. Peut-être qu'on serait venu capturer notre président bien avant Maduro. Donc, on peut décider de rester apatride. Rien ne nous oblige à avoir une quelconque nationalité. Du moins, lorsqu'on a perdu ce droit, premièrement, on n'est pas obligé, aucun n'est obligé de vous accorder sa nationalité. Vous pouvez donc être apatride pour cette raison. Mais dès lors qu'on vous a retiré la nationalité, si vous décidez de ne pas aller demander une autre nationalité, c'est tout votre droit. Seulement, vous ne bénéficierez des avantages liés à un citoyen dans aucun État. Où que vous soyez, vous serez obligé de demander la carte de séjour. Donc, vous ne serez jamais chez vous, nulle part. Si vous quittez là, on vous a retiré de la nationalité, vous allez au Gabon, on vous demande la carte de séjour là-bas. Vous allez au Tchad, la carte de séjour. Vous allez en France, carte de séjour. Où que vous allez, il faut la carte de séjour. Donc, vous êtes un peu un SDF en termes de nationalité, quoi. Comment? De l'apatride. Dès lors qu'ils sont nés sur un territoire, ils bénéficient du jus soli. D'où justement, peut-être qu'ils ne bénéficieront pas du jus sanguini, parce qu'ils ne vont pas acquérir la nationalité du fait du jus sanguini parce que leurs parents étant sans nationalité, donc du fait du sang, ils ne pourront pas acquérir une quelconque nationalité de la part du parent, à supposer que les deux parents soient apatrides. Parce que si un seul a une nationalité, on peut acquérir sa nationalité. D'où l'intérêt du jus soli, qui veut donc que, même sans recours au jus sanguini, que vous puissiez avoir une nationalité du fait au moins d'être né sur un territoire donné. Oui, dernière question, monsieur Delaye, comme c'est quand même vous. Pour arranger ce problème, il suffit juste d'épouser prendre la nationalité de sa femme. Il suffit? Juste d'épouser une femme et prendre sa nationalité. On peut également opter pour ce choix, c'est-à-dire qu'épouser une femme et puis acquérir désormais la patrie à sa nationalité. Tout comme on peut faire une demande de nationalité, tout simplement la naturalisation. J'ai perdu la nationalité camerounaise et décide que, bon, comme on va aller chasser au Cameroun, je m'en vais au Gabon. Je fais une demande, on va mener l'enquête certainement pour savoir, mais le grand monsieur, toi, tu fais la comment pour qu'on t'enlève la nationalité? Est-ce que tu es sérieux dans ta vie? On ouvre l'enquête, et on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il tue les gens là-bas? Est-ce qu'il voulait tuer le président? S'il voulait tuer le président, vraiment, nous, on ne veut pas les problèmes avec votre président ici. Là, nous, on a des bons rapports avec votre pays, vraiment. On va chercher notre nationalité ailleurs. Par contre, on se rend compte que c'est une injustice et que vous avez jugé toutes les voies de recours. Mais comme vous avez arraché la femme du ministre de la Justice, il a décidé de vous montrer qu'il a du pouvoir plus que vous. Donc, de vous retirer la nationalité de gré ou de force. Vous saisissez n'importe quel juge, on ne dit pas le droit. Donc, du coup, l'État peut se rendre compte que vous n'avez rien fait en réalité, donc vous attribuez la nationalité du fait de la naturalisation. Donc, il faut qu'on avance quand même aussi un peu, parce que les paroles s'envolent.
seuls les écrits restent. On va étudier ici, aujourd'hui, la deuxième partie, et notamment le titre premier, qui porte, du moins, la deuxième partie porte sur les incapacités, et la seconde partie va porter sur l'incapacité du fait, l'incapacité des personnes majeures, parce qu'il y a des personnes majeures qui sont incapables, et l'incapacité des mineurs, parce que les mineurs sont aussi incapables. Donc, le titre premier portera sur les mineurs, et le titre 2 portera sur les majeurs incapables. Mais avant, c'est quoi l'incapacité? Comprendre l'idée derrière l'incapacité, il faut partir de l'idée de la personne. L'idée que dès lors qu'on est né, vivant et viable, dès lors qu'on existe, on a droit, on bénéficie de tous les droits reconnus à un être humain sur un territoire donné. Il arrive donc souvent qu'une personne soit née normalement, mais soit privée de certains droits que les autres ont dans ce territoire donné-là. C'est donc cette privation de droits, cette impossibilité d'aspirer à la jouissance d'un droit ou à l'exercice de plusieurs droits qu'on appelle l'incapacité. Un peu comme le fait d'exister conférait la capacité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits, mais aussi sujet d'obligations. L'incapacité désigne donc l'inaptitude à être titulaire des droits et obligations dont on aurait été normalement titulaire si on n'était pas frappé de cette incapacité. Quelles sont donc les formes d'incapacité? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet état d'incapacité et quelles en sont les conséquences? C'est ce que nous verrons dans le cadre de cette deuxième partie consacrée du moins aux incapacités. Le titre 2 portera sur les personnes majeures incapables et le titre premier lui portera sur les mineurs qui sont en réalité des êtres incapables. S'agissant des majeurs, il faut retenir que une personne majeure, déjà, est celle qui a 21 ans. Tel est le cas dans la plupart des législations des pays, des États francophones, d'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que nous avons tous hérité du droit français et c'est ce droit qui est en grande partie encore applicable dans nos législations. On essaie juste de l'adapter au fur et à mesure. Donc, la majorité civile dans la plupart des États francophones est de 21 ans. Dès lors qu'on a 21 ans, on est majeur. Normalement, c'est le moment d'exprimer tous ses droits, de jouir de tous ses droits. Mais il arrive souvent que l'État prive ces majeurs-là de leur capacité d'exercer leur droit de jouir de certains droits. C'est ces personnes qu'on appellera les majeurs, certes, mais les majeurs incapables. La plupart du temps, c'est le cas du malade mental, le fou. Il est majeur, mais à cause de sa fragilité mentale, on estime qu'il doit être assisté. Il ne peut pas agir seul, pleinement, pour revendiquer tous ses droits. Tel est souvent aussi le cas, pas forcément du malade mental, mais de cette personne-là, disons-le comme ça, qui bénéficie, qui est sujet à une sorte d'incapacité à se contenir. Il s'implique très habituellement dans des dépenses inutiles sans avoir eu besoin, sans avoir besoin de réfléchir. Il est en train de dépenser. On l'appelle absolument le dépensier. Lorsque on a remarqué qu'il y a une personne qui est dépensière de manière maladive, alors les personnes qui ont intérêt, qui sont proches de cette personne-là peuvent saisir la justice pour que cette personne soit un peu mise, soit accompagnée dans le cadre de son existence, dans le cadre de sa vie civile. On parlera d'une personne majeure et dans cette situation particulière, on parlera de majeurs mis en curatelle ou alors mis en tutelle. Dans cette situation, le majeur en question, pour exercer certains droits, par exemple, effectuer les dépenses d'une certaine incidence, devra absolument obtenir l'autorisation de la personne qui exerce la tutelle sur ces personnes désormais majeures incapables. Ce sont donc les majeurs incapables. Mais avant d'y arriver, le titre premier lui portera sur les mineurs incapables. Et ici, la règle est que si toute personne née vivant et viable
dispose de l'ensemble des droits reconnus à la personne, droit à la vie, droit à la nationalité, droit au domicile, droit à l'état civil, droit à l'éducation, droit au vote, tout ce que vous pouvez imaginer comme droit reconnu à un individu. Si on dispose de ces droits, le seul fait d'être né, droit à la propriété entre autres, le seul fait d'être né, le mineur particulièrement fait l'objet de ce qu'on appelle une incapacité générale. En d'autres termes, le mineur ne peut exercer lui-même les prérogatives normalement reconnues à une personne. Il ne peut les exercer que par le biais des personnes qui en sont responsables, notamment le parent, notamment le responsable coutumier, notamment encore la personne, le tuteur, lorsqu'il n'a plus de parents, alors que les parents ont été déchus de la garde de leurs enfants. Le principe général est que le mineur est civilement incapable. Tout acte de la vie civile du mineur doit être effectué par l'entremise des personnes qui en exercent l'autorité parentale. C'est donc la règle en matière de minorité. Le mineur est donc la personne incapable par excellence. On parle ici d'une incapacité générale, c'est-à-dire qui frappe en réalité l'ensemble de ses droits de manière générale. Il peut jouir de ses droits, mais il ne peut pas exercer ses droits, il ne peut pas faire valoir ses droits, où que ce soit, sans l'intermédiaire de ses parents. Il s'agira donc ici d'une incapacité d'exercice que l'on différenciera ici de la capacité existante de jouissance. En fait, on peut être déclaré incapable, mais l'incapacité elle-même, elle est de deux types. Il s'agit, dans un premier temps, de l'incapacité de jouissance, dans un second temps, de l'incapacité d'exercice. L'incapacité de jouissance est l'impossibilité de jouir de certains droits. Par exemple, vous êtes le fils, le successeur d'une personne, et vous êtes frappé de ce qu'on appellera en droit de succession l'indignité. Autrement dit, vous ne pouvez pas succéder à ce parent. À cause de cette indignité, vos frères auront le droit, jouiront du droit d'hériter naturellement de leur père ou de leur mère, mais vous, parce que vous êtes frappé d'indignité, vous ne pouvez pas jouir de ce droit. Cette incapacité est donc classée parmi les incapacités de jouissance. Donc, il y a des incapacités de jouissance, mais il y a également des incapacités d'exercice. Si on jouit d'un droit, lorsque ce droit est violé, il faut le faire valoir. Pour le faire valoir, on dit qu'on exercera ce droit. On peut le faire valoir soit de manière contentieuse, soit de manière non contentieuse. Par exemple, vous voulez voter, vous avez le droit de vote, c'est un droit. Mais vous en jouissez au fait, mais pour le mettre en œuvre, il faut l'exercer à travers le vote lors des scrutins électoraux. Il peut donc arriver qu'on dise que vous ne pouvez pas exercer ce droit. Vous ne pouvez pas exercer un droit dont vous jouissez effectivement. Exemple, le mineur dispose d'un droit de propriété. Mais pour droit de propriété signifie que vous pouvez faire de votre chose tout ce que vous voulez. Vous pouvez décider de l'user, l'usus. Vous pouvez décider de bénéficier vous avez le droit de bénéficier des produits, des fruits de cette chose-là. Par exemple, c'est une maison, les loyers. Vous pouvez également décider de vous en débarrasser. C'est l'abusus. Donc, autant le mineur jouit du droit de propriété, autant il ne peut pas exercer ce droit de propriété par lui-même. Autrement dit, il ne peut par exemple pas décider de vendre la maison de lui-même. Pour vendre la maison, il faudra que les parents l'accompagnent dans ce sens-là. Il émet la volonté et les parents émettent leur autorisation. Dans ce cas, il faudra donc vendre la maison. Donc, il y a des hypothèses où, en termes de droit, il y a la jouissance du droit, il y a l'exercice matériel de ce droit. On peut être frappé d'une incapacité de jouissance, on peut également être frappé d'une incapacité seulement d'exercice. Tout comme on peut être frappé de l'incapacité